Bien le bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4059. Aujourd'hui au menu, on parle des constituants alimentaires, donc ce sera la partie 2 en fait sur les constituants alimentaires. Donc aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur notre capacité à identifier un constituant alimentaire à l'aide de ses propriétés. Donc commençons par nous poser la question, c'est quoi une propriété? Donc c'est une qualité qui est propre à quelque chose. Donc, pour vous aider un peu à s'illustrer tout ça, on pourrait penser dans un groupe d'élèves, comment on pourrait parler d'une propriété? On pourrait dire que la personne, elle est grande, qu'elle a la peau foncée, qu'elle a les cheveux frisés. Donc, ce genre de choses-là, ce sont des propriétés. Maintenant, une propriété qui est caractéristique, c'est une propriété qui permet d'identifier une substance. Donc, à ce moment-là, qui ne vont pas s'attribuer à un paquet d'éléments à l'intérieur de notre groupe. Donc, si on parle encore une fois avec un groupe d'élèves, on pourrait dire le numéro d'assurance sociale, par exemple, ou le numéro de fiche de l'élève. Là, ça nous permet d'identifier un seul élève. Donc, on va dire que c'est une propriété qui est caractéristique. Dans les propriétés non caractéristiques, on va penser à des propriétés qui sont soit appelées à changer, donc comme la masse, le volume, la longueur, ou qui sont communs à plus d'éléments, la couleur par exemple. Donc, ce sont des éléments qui ne nous permettront pas d'identifier un seul élément. Les propriétés qui sont caractéristiques maintenant, c'est des éléments qui sont stables, donc qui s'appliquent toujours, et qui sont propres à une substance ou à un groupe de substances restreintes. Donc, on va penser par exemple à la masse volumique, à la solubilité, à la réaction avec une substance donnée ou à la conductibilité. Et vous vous en doutez, c'est plus les propriétés caractéristiques qui vont nous intéresser ici. Il existe deux formes de propriétés, les propriétés qui sont physiques et les propriétés qui sont chimiques. Donc, les propriétés qui sont physiques, c'est lié plus à l'état de la substance, alors que les propriétés qui sont chimiques sont liées principalement à la réactivité de la substance. Donc, au niveau des propriétés non caractéristiques qui seraient physiques, on peut penser à la masse, au volume, à l'état, à la couleur, à l'éclat, à la température, ce genre de choses-là. Alors qu'au niveau des propriétés qui sont chimiques, les propriétés chimiques qui sont non caractéristiques, on peut penser par exemple à des substances qui brûlent en présence d'oxygène. On a une panoplie de substances qui brûlent en présence d'oxygène, donc ça ne nous permet pas nécessairement d'identifier un élément. Dans les propriétés qui sont caractéristiques maintenant, quand on parle des propriétés physiques, on peut parler à la température de fusion, donc la température à laquelle le solide va passer à l'état liquide, la température d'ébullition, la masse volumique, la conductibilité électrique, la conductibilité thermique ou la solubilité. Par rapport aux propriétés chimiques maintenant, on peut penser au pH, à la réactivité avec telle ou telle substance, ou à la couleur de la flamme. Donc, quand on va mettre la substance dans la flamme, est-ce que la flamme va changer de couleur? Donc, ça nous permet, encore une fois, de déterminer quelle substance on va avoir. Concentrons-nous un petit peu sur les températures de fusion et d'ébullition, même si j'en ai parlé sommairement. Donc, pour bien comprendre, il faut comprendre le modèle corpusculaire. Donc, la matière est composée de petites particules plus ou moins organisées. Celles-ci sont constamment en mouvement. Le mouvement dépend des forces d'attraction qu'elles exercent entre elles. Donc, une grande force, ça veut dire peu de mouvement. On va être à l'état solide, et c'est là où est-ce qu'on parle de la température de fusion et d'ébullition. Et quand on parle de petites forces, eh bien, il va y avoir beaucoup de mouvement. Là, on va parler plus de l'état gazeux. Évidemment, plus la température est élevée, plus les molécules s'agitent. Donc, cette agitation va nous permettre de briser des liens, de se désorganiser encore plus et donc potentiellement de passer de l'état solide à liquide ou de l'état liquide à gazeux. Donc, la fusion, comme je l'ai dit, c'est le moment où est-ce qu'on va passer de l'état solide à l'état liquide. Donc, concentrons-nous sur c'est quoi un état solide. Donc, l'état solide, la matière va être très organisée. Les molécules sont très rapprochées les unes des autres. La mobilité des particules est très faible. On va seulement avoir des petites vibrations, comme on le voit ici sur l'image. Et le volume
et la forme sont définis, ce qui veut dire que je ne peux pas l'écraser pour le comprimer et je ne pourrai pas non plus changer sa forme. Maintenant, si on regarde l'état liquide, donc dans l'état liquide, la matière est légèrement désorganisée, donc elle est plus désorganisée que dans l'état solide. Les molécules sont quand même très rapprochées les unes des autres. On va avoir une mobilité qui va être faible. Donc ici, on va avoir la vibration et de la rotation, comme on peut le voir sur l'image. Et on va aussi avoir un volume qui est défini, mais une forme qui est indéfinie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau du volume, je ne peux pas comprimer un liquide. Par contre, au niveau de la forme, eh bien, le liquide va prendre la forme du contenant dans lequel il se trouve. Donc, parlons maintenant de l'état gazeux. Donc, quand on parle de gaz, la matière est évidemment excessivement désorganisée parce que les molécules sont très éloignées les unes des autres et sont quasi indépendantes au niveau de leur mouvement. La mobilité des particules est aussi très élevée, donc on parle de translation, de vibration et de rotation, et le volume est indéfini, ce qui veut dire que je pourrais comprimer mon gaz, et la forme est aussi indéfinie dans la mesure où est-ce que je vais prendre la forme du contenant dans lequel il se trouve. Et comme on l'a vu, nos molécules vont être en mouvement. Donc, il va y avoir différents mouvements qui vont être associés à chacun de mes états. Sauf que qu'est-ce qui arrive si j'augmente la température? Évidemment, si en augmentant la température, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir plus de désorganisation à l'intérieur de mes substances, ce qui va permettre à mes molécules de passer d'un état à un autre. Si au contraire je refroidis ma substance, à ce moment-là, je vais avoir moins d'énergie et je vais avoir plus tendance à m'organiser, ce qui va aussi pouvoir me faire passer d'un état à un autre. Donc, regardons qu'est-ce qu'il y en est. Évidemment, si je réchauffe un glaçon, qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va fondre. C'est ce qu'on appelle la fusion, donc le passage de l'état solide à l'état liquide. Le contraire, donc lorsque l'eau devient glaçon, on va parler d'une solidification. Lorsqu'on fait bouillir de l'eau, par exemple, ou lorsque simplement l'eau s'évapore de lui-même, on va parler d'une vaporisation. Et là, vous voyez que j'ai fait une distinction entre deux choses. Entre le moment où il y a évaporation, donc qui peut se faire à des températures beaucoup plus changeantes, mais on va avoir une température d'ébullition aussi, où est-ce qu'on va avoir beaucoup de molécules qui vont passer sous forme gazeuse en même temps, ce qui va former des bulles, par exemple dans un chaudron. La condensation liquide, eh bien, c'est le contraire. Donc, lorsqu'on passe de l'état gazeux à l'état liquide, on peut penser, par exemple, à lorsqu'on forme de la buée sur une fenêtre en soufflant dessus. La condensation solide, c'est lorsqu'on passe directement de l'état gazeux à l'état solide. On peut penser au givre qui peut se former sur les fenêtres l'hiver. La sublimation, c'est donc le contraire, de l'état solide à l'état gazeux sans passer par la phase liquide. On peut penser par exemple à différentes pastilles qu'on peut mettre à l'intérieur de nos garde-robes pour dégager des bonnes odeurs. Donc à ce moment-là, ça aussi, ça va être de la sublimation. Et les deux éléments sur lesquels je vais porter davantage mon attention, c'est sur la fusion et la vaporisation. Donc, au niveau de la fusion, la température de fusion, c'est la température à laquelle un corps passe de l'état solide à l'état liquide pour une pression qui est égale à 101,3 kPa, qui est à peu près la pression ambiante présentement. La raison pourquoi je le précise, c'est qu'évidemment, si on met énormément de pression sur la glace, ça se peut que la glace fonde, même si je ne suis pas, par exemple, à 0 degré Celsius. Au niveau de la vaporisation, donc il y a deux types de vaporisation, qui est l'évaporation et l'ébullition. Donc, la température d'ébullition, c'est la température à laquelle un corps passe de l'état liquide à l'état gazeux pour une pression égale à 101,3 kPa. Et là, il faut comprendre la différence. L'ébullition, je parle vraiment de gros bouillons dans un chaudron, alors que l'évaporation, ça peut être simplement le linge qui va sécher sur la corde à linge. Donc, je n'aurai pas évidemment la température de 100 degrés Celsius d'atteinte à ce moment-là.
Comme la température de fusion et la température d'ébullition qui permet d'identifier une substance, eh bien, je vais aussi avoir la masse volumique. Donc, concentrons-nous sur cette caractéristique. Donc, ici, la masse volumique, c'est la masse d'un centimètre cube d'une certaine substance qui est exprimée en grammes par centimètre cube. Donc, la formule, c'est ρ, donc c'est une espèce de P arrondi, c'est une lettre grecque. Donc, ρ, qui est la masse volumique, c'est égal à la masse divisée par le volume. Une substance va seulement flotter si sa masse volumique est inférieure à la masse volumique du milieu dans lequel il se trouve. Par exemple, la glace flotte sur l'eau parce que la glace a une masse volumique de 0,92 qui est plus petite que l'eau dont la masse volumique est de 1. Cette règle s'applique aussi au gaz. Donc, par exemple, un ballon qui est soufflé à l'hélium va avoir une masse volumique qui est inférieure à celle de l'air. Passons maintenant à une autre propriété qui est caractéristique et on parle ici de la solubilité. Donc, une solution, solubilité, on entend le mot solution à l'intérieur, donc c'est lorsqu'on met un soluté dans un solvant. Par exemple, dans un chocolat chaud, le chocolat chaud comme tel, c'est la solution, le chocolat, c'est le soluté, et le lait, c'est le solvant. Parlez-moi pas de faire des chocolats chauds dans de l'eau, c'est pas bon. La solubilité, c'est la masse maximale de soluté qui peut être dissoute dans un solvant. Donc, c'est pas pour rien que j'ai parlé du chocolat chaud. Le chocolat chaud, si on en met trop de poudre de cacao à l'intérieur, eh bien, il va simplement se retrouver dans le fond. Je ne serai pas capable de le dissoudre à l'intérieur du lait. Et ce n'est pas pour rien que je vous ai défini les différentes propriétés caractéristiques. C'est parce que vous allez retrouver ces différentes propriétés à la fin de votre document dans un tableau qui va résumer les différentes propriétés caractéristiques de mes substances. Les constituants alimentaires n'y font pas exception, mais dans ce cas-ci, on va davantage s'attarder aux propriétés chimiques caractéristiques. Donc, on va les mettre en présence de réactifs et on va évaluer leur réponse par rapport à la présence de ces réactifs pour pouvoir évaluer si le constituant alimentaire est présent ou non dans la substance. C'est donc ce qui met fin à cette vidéo portant sur les propriétés et les façons de reconnaître un constituant. Vous êtes maintenant les experts dans le domaine, à vous de surpasser le maître.